Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Dans l'actualité ce jeudi, l'inauguration du complexe industriel Transcao PK24 à la zone industrielle d'Akoupé-Zegui. Bâti sur 21 hectares, le complexe industriel est composé d'un centre de formation et d'une usine de transformation de fèves de cacao. Tiemoko Mélié-Kone était à l'inauguration. La commission électorale indépendante a organisé une conférence de presse pour fixer les modalités d'organisation de la collecte de signatures. Les candidats à la présidentielle auront la période du 1er juillet au 26 août 2025 pour parcourir le pays et solliciter le parrainage citoyen. Et puis les choses, elles, se compliquent pour les anciens présidents et premiers ministres Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté ce jeudi la requête de Laurent Gbagbo et déclaré irrecevable celle de Guillaume Kik-Bafoury Soro. Ils avaient saisi la Cour en 2020 pour dénoncer leur radiation de la liste électorale. Vous êtes les bienvenus dans votre journal. Un pas, un grand pas franchi ce matin par la Côte d'Ivoire dans l'accélération de la transformation industrielle du cacao. Le vice-président a inauguré aujourd'hui même le complexe industriel Transcao PK24 à la zone industrielle d'Akoupé-Zegui. L'usine a une capacité de transformation de 50 000 tonnes. Bâti sur 21 hectares, le complexe industriel comprend un centre de formation au métier du cacao et du chocolat. Le récit de Pierre Dipomela et Eric Kimou. De grandes avancées dans l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur agricole, avec l'inauguration de ce complexe industriel composé d'un centre de formation au métier du chocolat et d'une usine de transformation de fèves de cacao et d'un entrepôt de stockage de 160 000 tonnes. Ici seront transformées 50 000 tonnes par an. Cette capacité pourrait atteindre les 110 000 tonnes. Avec cette importante infrastructure, la Côte d'Ivoire franchit la barre de 50% de taux de transformation de sa production. Le vice-président de la République, Tiemoko Mélié-Kone, a procédé à l'inauguration de ce complexe, qui est une fierté nationale, conçue par Transcao, la branche industrielle du Conseil Café-Cacao. Le ministre en charge de l'Agriculture a noté le progrès de la Côte d'Ivoire dans son ambition de transformation structurelle de son économie. Nous avons déjà réalisé des progrès significatifs. En effet, pour parvenir au rang de premier broyeur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire a consenti des efforts considérables. La construction de l'usine de Transcao PK24 marque donc, pour nous, la maîtrise de l'étape de la première transformation. Toutefois, l'ambition visée est de pousser plus loin cette transformation pour aboutir à des produits finis de cacao, notamment la fabrication de chocolat, de boissons et de produits cosmétiques à base de cacao répondant aux standards internationaux et adaptés au goût des populations locales. Cette usine, dont la réalisation a coûté 130 milliards de francs CFA, est la deuxième du genre, après celle de San Pedro. Transcao aujourd'hui, c'est deux usines. Transcao, qui est installé à San Pedro pour la campagne 2025-2026. C'est une usine de transformation de 50 000 tonnes. Et vous avez ici la deuxième usine, Transcao PK24. Au total, Transcao, c'est à ce jour plus de 1400 emplois et une capacité de transformation de 100 000 tonnes. Dans 2 ans, ce sera une capacité installée cumulée de 210 000 tonnes du fait de l'extension des lignes de production actuelles. La transformation locale de fèves de cacao réjouit également les producteurs. La transformation du café, du cacao, surtout du cacao qui nous donne un plus-value aujourd'hui, nous enchante beaucoup. Quand nous attendons aussi qu'il y a une école de formation à l'intérieur pour apprendre le métier du cacao, notre volonté dans l'avenir, c'est que nos coopératives à proximité des plantations puissent accompagner aussi la transformation. Nous sommes très heureux. C'est ce que nous recherchons. On ne peut pas être premier, toujours on ne fait qu'exporter. Aujourd'hui, par les statistiques, on nous fait comprendre qu'il y a 1400 employés qui vont travailler. C'est une satisfaction. Nous sommes honorés, nous à Niamey. C'est un grand plaisir pour nous que cette usine soit faite dans notre commune par rapport à la jeunesse et les femmes, surtout pour les emplois.
Avec la mise en service de cette usine, la capacité annuelle de broyage de cacao a atteint 1 065 000 tonnes sur une production nationale estimée à 2 millions de tonnes. Il était très attendu et c'est maintenant chose faite. Le Salon international du contenu audiovisuel, SICA, a ouvert ses portes ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. La cérémonie officielle d'ouverture a réuni un parterre d'invités issus du secteur de l'audiovisuel venus de 25 pays. L'occasion était donc toute belle pour le gouvernement ivoirien de présenter les grands enjeux de ce salon. Le récit de Roger Appé et Tanguy Kona. Patrons de presse, professionnels des médias, acteurs politiques étaient tous présents ce jeudi au Sofitel Hôtel Ivoire, à l'ouverture de la 3e édition du Salon international du contenu audiovisuel SICA, une initiative portée par le ministère de la Communication qui vise à promouvoir la production et la diffusion de contenus audiovisuels locaux. De la nuit des rois de Philippe Lacotte à Aya de Yopougon, de notre compatriote Marguerite Aboué, nous avons la preuve que chaque production apporte de façon éclatante la preuve que nos réalités locales peuvent émouvoir, fasciner et même questionner bien au-delà de nos frontières. Le gouvernement ivoirien, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a fait le choix stratégique d'accompagner ce secteur avec une ambition forte. En tant que ministre de la Communication, nous mettons en œuvre et soutenons la création, la production et la diffusion de contenus porteurs de sens. À travers ce salon, la Côte d'Ivoire veut se positionner comme un hub en Afrique dans la production et la distribution de contenus audiovisuels. Placé sous le thème « Souveraineté numérique et exportation des récits », bâtir un marché audiovisuel africain compétitif et globalisé sera l'occasion pour les professionnels du secteur audiovisuel de nouer des partenariats avec des maisons de production. Le SICA est en train de créer les conditions pour que l'Afrique joue un rôle dans le défi de la mondialisation audiovisuelle. Je voudrais également relever le pouvoir créateur d'emplois pour de millions de jeunes Africains pétris de talent, audacieux et ingénieux, capables de faire du secteur audiovisuel un axe de développement majeur de l'industrie culturelle et créative. Pendant 3 jours, producteurs, distributeurs, diffuseurs et investisseurs venus de 25 pays vont partager leur expérience à travers des panels. Plus de 2000 invités sont attendus. Nous vous l'annoncions en titre, les choses se compliquent pour les anciens présidents et premiers ministres Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a rejeté ce jeudi même la requête de l'ancien président et déclaré irrecevable celle de Guillaume Kigbafori Soro. Ils avaient saisi la Cour en 2020 pour dénoncer leur radiation de la liste électorale. 2020, c'est aussi la même année à laquelle la Côte d'Ivoire a retiré sa déclaration de compétence à la dite Cour. Les 2 arrêts ont été rendus publics ce jeudi 26 juin. Les précisions de Pierre Dipomela. La Cour africaine des droits de l'homme a examiné une série de griefs déposés par l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo qui contestait sa radiation de la liste électorale en 2020, fondée sur une condamnation par défaut à 20 ans de prison dans l'affaire du braquage de la BCEAO qu'il estime illégitime et non définitive. Le requérant a évoqué plusieurs violations de ses droits fondamentaux, notamment le droit à l'égalité devant la loi, la présomption d'innocence, le droit de participer aux affaires publiques, ainsi que le droit d'être élu. Dans son arrêt, la Cour a estimé que l'ex-président Laurent Gbagbo n'a pas démontré de traitement inégalitaire ou de manquement aux garanties d'un procès équitable. Elle a également jugé que la décision de radiation, bien que fondée sur une condamnation par défaut, relevait du cadre légal ivoirien, d'où le rejet de sa requête. Dans un second arrêt, relatif à l'affaire Guillaume Soro, la Cour a statué sur les poursuites judiciaires engagées contre lui et plusieurs de ses proches à la suite de son retour avorté en Côte d'Ivoire en décembre 2019. Les requérants dénonçaient des violations de leurs droits à un procès équitable, à la liberté, à la sécurité, à la présomption d'innocence, ainsi qu'à la liberté de circulation. Mais la Cour a estimé que la requête avait été introduite avant l'épuisement des voies de recours internes, une exigence de recevabilité fondamentale. Elle a donc déclaré irrecevable l'ensemble de la requête, sans se prononcer sur le fond des accusations.
Ces deux décisions interviennent dans un contexte politique sensible, alors que la Commission électorale indépendante CEI a déjà validé la liste électorale provisoire sans Laurent Gbagbo ni Guillaume Soro. L'État ivoirien a fait défaut devant la Cour dans ces deux affaires. Néanmoins, celle-ci a procédé à l'examen de sa compétence et de la recevabilité des requêtes, conformément à son règlement. La Côte d'Ivoire s'est en effet retirée en avril 2020 de la déclaration permettant aux individus de la saisir directement, mais ces affaires avaient été introduites avant ce retrait. Quant à ceux qui sont inscrits sur la liste électorale définitive, ils devront désormais remplir cette condition obligatoire pour être candidat à l'élection du président de la République, le parrainage citoyen. Il se tiendra du 1er juillet au 26 août 2025, 8 semaines donc pour parcourir le pays et obtenir le nombre de signatures nécessaires. La Commission électorale indépendante a tenu une conférence de presse ce jeudi pour fixer toutes les modalités nécessaires à cette disposition électorale. Nadia Idja, Chèque Bleu. À compter du 1er juillet 2025, toutes les personnalités désireuses de se présenter à l'élection du président de la République sont invitées à collecter les signatures pour le parrainage de leur candidature. La date et les modalités de ce processus, qui s'étend du 1er juillet au 26 août 2025, ont été officiellement présentées. Pour cette année, une innovation majeure, l'introduction de l'électronique dans la collecte des parrainages. C'est une innovation technique de collecte pour faciliter la collecte des parrains et pour que celui qui veut être candidat à la candidature puisse rapidement avoir ses parrains et puis être sûr que le parrain qu'il a n'est pas déjà parrain, il ne parraine pas notre candidat. Et mieux, notre système, là où il est intéressant, c'est que chaque semaine, on peut faire le point avec les coordonnateurs. Le représentant de la CEI a expliqué ce qu'implique le parrainage. En plus du système numérique, l'enregistrement manuel est possible. En cas de situation exceptionnelle, empêchant l'utilisation du terminal, le collecteur pourra enregistrer manuellement le parrainage de l'électeur dans le fichier Excel prévu à cet effet et mis à leur disposition par la Commission électorale indépendante. Depuis le 17 juin, les commissaires centraux superviseurs de la CEI parcourent les différents chefs-lieux de région et de département pour sensibiliser en langue locale et en français les populations sur le système de parrainage. Le parrainage est confidentiel. Personne ne doit savoir que vous avez accordé votre parrainage à quelqu'un. C'est extrêmement important. Donc personne ne sait que le collecteur il vient vers vous. Si vous êtes électeur et que vous voulez accorder votre parrain, votre signature, il récupère cette signature soit manuellement ou électroniquement. Et il dépose cette signature à la fin chez son candidat et qui fait partie des dossiers des candidatures. Nous sommes soumis à des obligations. Nous ne diffusons pas et nous ne divulguons pas les informations qu'on met à notre disposition. Le Conseil constitutionnel aussi. À partir du 3 juillet, une séance de formation sera organisée tous les jeudis à l'endroit des candidats et de leurs coordonnateurs centraux. Mais avant la collecte des signatures nécessaires à la réalisation de leur rêve de diriger la Côte d'Ivoire, les candidats déclarés à l'élection présidentielle, Assalé Tiemoko Antoine et Vincent Toby Herrier, ont annoncé aujourd'hui leur union au sein d'une nouvelle alliance. Il s'agit de l'AJUNA, Alliance pour la justice, la nation et l'alternance. Les deux hommes politiques en assurent la présidence et disent ainsi unir leurs visions et stratégies pour l'élection présidentielle à venir. Nadia Idja, Chèque Bleu. Main unie et levée. C'est par ce signe de solidarité et d'engagement mutuel que ces deux leaders portent sur les fonds baptismaux l'AJUNA, Alliance pour la justice, la nation et l'alternance. Au sein de cette alliance, Assalé Tiemoko et Vincent Toby, tous deux candidats déclarés à l'élection présidentielle de 2025, veulent mettre en place une stratégie électorale commune. Ça fait 1 an et demi que de façon stratégique nous avons travaillé sur cette journée qui se réalise aujourd'hui. Et donc, nous pensons qu'il y a une convergence dans ce que nous faisons, il y a une convergence dans ce que nous disons, qu'il y a une volonté réelle de faire les choses autrement, de participer à faire la politique autrement dans notre pays. En dépit des grandes formations politiques, ils se disent confiants quant à leur capacité de mobiliser les électeurs. Nous travaillons sur la Côte d'Ivoire silencieuse. Nous avons une visée commune. Nous disons que malgré la présence très forte des blocs politiques qui se sont alternés au pouvoir pendant 65 ans,
ces blocs politiques ne sont pas encore arrivés à un moment de notre histoire à captiver tout l'électorat inscrit sur les listes électorales. Et je prends toujours en exemple les dernières élections locales, il n'y a eu que 37% de taux de participation quand toutes les formations politiques ont été engagées. Et la question c'est où se trouvent les autres? Donc il y a une Côte d'Ivoire silencieuse qui ne va pas aux réunions, qui n'est pas sur les réseaux, qui ne fait pas d'activisme politique, mais qui aspire au changement. Et nous pensons d'abord prioritairement viser cette Côte d'Ivoire silencieuse. Au cours de cette conférence, les présidents de la JUNA se sont inquiétés du système de parrainage qu'ils trouvent restrictif. Il ne faut pas demander d'un pays comme la Côte d'Ivoire d'abord de nous donner des tablettes. Ensuite, nous allons enregistrer des gens. On va faire la reconnaissance faciale de ceux qui votent pour nous. Reconnaissance faciale pour voir si la forme du visage correspond à la photo qu'il y a dans la liste électorale. On va prendre leurs empreintes digitales. On va intégrer leurs données alphanumériques. On va voir des puces. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça? Pour aller à Djoko Carrefour, où il y a 800 morts, vous pouvez demander à quelqu'un de donner son empreinte, sa reconnaissance faciale pour vous parrainer, pour qu'il ait des problèmes demain. Donc on dit qu'il y a des éléments techniques évidents et sécuritaires. La Côte d'Ivoire est trop fragile pour qu'aujourd'hui là vous dévoiliez. Après cette sortie officielle, les deux candidats vont continuer à travailler conjointement sur les questions électorales. La coalition, pour le moment, ne désigne pas son candidat pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Toutefois, les fondateurs se disent ouverts aux idéaux de l'opposition dans son ensemble. Aussi émettent-ils le vœu d'une présidentielle inclusive qui prend en compte tous les acteurs du paysage politique national. Il n'y a pas que les hommes qui ambitionnent diriger le pays, les femmes aussi seront de la partie. Jocelyne Douarou est une femme d'affaires et désormais candidate à la candidature pour le poste de président de la République. Hier mercredi à Cocody, elle a annoncé ses principaux axes de bataille, centrés notamment sur l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire. Pierre Dipomélin, Tanguy Conan. À l'approche de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les intentions de candidature se multiplient. Après Vincent Toby et Assalé Tiemoko il y a quelques jours, Jocelyne André Douarou a dit elle aussi vouloir prendre part au scrutin présidentiel d'octobre 2025. L'opératrice économique se présente comme une alternative face aux candidats des partis politiques. Depuis 2008, j'ai mis mes compétences au service des causes que d'autres jugent mineures. Par exemple, l'image de la jeune fille, la lutte contre les violences silencieuses, les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, par cette conférence de presse, nous ne lançons pas seulement un projet, Nous activons une vision citoyenne, le projet Sentinelle 2025. Ce projet est une invitation à voir autrement, faire autrement et gouverner autrement. Je suis candidate aux élections présidentielles 2025. Je suis candidate pour le rayonnement du leadership féminin. La native de Bangolo dans la région du Guémon va bientôt rendre public son projet de société, dont l'un des axes majeurs est la souveraineté alimentaire à travers un développement de l'agriculture. Du côté du parti au pouvoir, l'heure est au bilan du deuxième congrès ordinaire qui s'est tenu le week-end dernier à Abidjan. Le porte-parole principal était en conférence de presse hier mercredi à Cocody à l'occasion des rendez-vous du RHDP. Le parti oufouettiste, satisfait de la mobilisation de ses militants et la résolution de ce congrès, est toujours en attente de la réponse du président Ouattara à l'appel des militants qui réclament sa candidature à la présidentielle. Le récit de Pierre Dipomélin et Kimou Eric. Cette première tribune des rendez-vous du RHDP après le méga-meeting du stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpe était l'occasion pour Kobe Nankwasi Adjumani de faire le point du deuxième congrès et indiquer le cap sur la pré-campagne qui va s'articuler autour du bilan du président Alassane Ouattara. Après notre congrès, nous nous mettrons résolument en route pour la pré-campagne. Nous allons continuer de préparer au mieux les prochaines étapes du processus électoral comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, le RHDP est prêt pour aller aux élections, prêt pour défendre son bilan, prêt pour défendre son projet de société pour une Côte d'Ivoire en paix, stable, prospère et plus solidaire. Et c'est ici que le RHDP attend les autres partis politiques. Il les attend dans l'arène politique pour confronter les bilans et les projets de société. Le porte-parole principal du RHDP a aussi invité les partis d'opposition à privilégier le débat d'idées à toute forme de violence.
Dans un tout autre registre, la digitalisation des actes de justice se poursuit dans le pays. Les requérants d'actes de justice comme les certificats de nationalité ou encore les casiers judiciaires n'auront plus à faire le pied de grue devant 11 tribunaux qui viennent rejoindre ceux de Yopougon et Dabo, où il est possible de solliciter en ligne ces documents de justice. L'extension à ces 11 nouveaux tribunaux a été lancée aujourd'hui par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé. Le reportage de Thiemé Dangé et Joseph Zécré. Palais de justice d'Abidjan Plateau. Dans les locaux sont réunis acteurs et partenaires de l'œuvre de justice ivoirienne. En première ligne, le ministre de tutelle venu lancer l'extension de la plateforme de digitalisation des actes de justice. Ainsi, après la phase pilote dans les tribunaux de Yopougon et Dabo, 11 nouvelles juridictions vont être mises à l'ère du numérique pour les demandes de certificats de nationalité et de casiers judiciaires. En un clic, tout justiciable peut obtenir ses actes de justice via la plateforme e-justice, un portail de dématérialisation des actes dans l'intérêt des parties prenantes de la justice. La digitalisation des actes de justice est nécessaire pour soulager les usagers du poids des démarches longues et incertaines. Elle permet également aux magistrats et aux greffiers de s'inscrire durablement dans l'utilisation des nouvelles technologies pour rendre un service plus rapide et plus fiable. Derrière chaque poste informatique installé, c'est un justiciable qui attend moins longtemps. Pour chaque certificat de nationalité délivré numériquement, c'est un citoyen qui accède plus vite à ses droits. Pour chaque casier judiciaire transmis à distance, c'est un parcours professionnel qui est rendu possible. Nous construisons donc une justice qui avance au rythme de son temps, qui s'appuie sur les nouvelles technologies pour mieux servir. Bien avant, le mode opératoire était décliné. Pour bénéficier de ce service, il faut se rendre sur la plateforme e-justice. Une fois sur la page, le requérant clique sur « Faire une demande » et coche le document dont il sollicite l'établissement. L'agent initie et revise la demande sur la plateforme. Le magistrat valide et signe l'acte sollicité. Le demandeur, in fine, reçoit son acte numérique et récupère la copie physique en juridiction. Une modernisation du processus de délivrance des actes de justice, bien accueillie et saluée par toutes les parties. C'est la fin de ce journal. Merci à notre équipe de rédaction et celle en régie. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Retour de l'information à 12h50 demain. Je vous retrouve avec le même plaisir à 19h50. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.